Bonjour, je suis donc Jean-François Clairvoy, astronaute pendant presque 34 ans de l'Agence spatiale française européenne et du groupe 14 de la NASA, 3 vols dans l'espace à bord de la navette spatiale américaine pour étudier l'atmosphère, la deuxième pour ravitailler la station Rusmir et la troisième pour réparer le télescope spatial Hubble. Alors ce film Proxima m'a beaucoup touché parce que je me retrouve ou je retrouve des collègues quasiment dans chaque scène du film. C'est-à-dire que tout ce qu'on voit dans ce film s'est passé en réalité avec d'autres noms, d'autres astronautes. Bien sûr, là, ce sont des acteurs, ce sont des astronautes inventés, mais c'est vraiment sur le plan professionnel, la difficulté de l'entraînement, le souci qu'ont les astronautes de quand même s'assurer que leurs familles vont bien quand ils sont loin. Tout ça, c'est exactement comme ça, avec le même ton de sensibilité, parfois la difficulté où on doute un peu, parfois des mots un peu durs entre membres d'équipage qui s'insultent ponctuellement, mais qui en fait, au fond d'eux-mêmes, se respectent et se soutiennent face au milieu extérieur. Et à la fin, euh, ceux qui partent, on voit sur leur visage, ils sont sereins, contents, et ceux qui restent aussi, parce qu'ils ont trouvé l'équilibre harmonieux. Et le film monte en puissance comme ça, entre les, le souci qu'a la femme française astronaute de s'assurer que sa fille va bien, et en même temps le souci qu'elle a d'être performante à l'entraînement pour rassurer ses collègues d'équipage et leur montrer qu'elle va réussir la mission. Et à la fin, c'est même les autres qui lui disent, mais tu sais, c'est pas la peine pendant la quarantaine de réviser, je te dis tu es prête, tu verras, je te le dis, tu es prête. Qu'est-ce que ça vous a rappelé, vous, pendant de vos missions, de la vie de famille que vous aviez à ce moment-là, pendant vos missions spatiales? Qu'est-ce que ce film a rappelé de tout ça? Alors en fait, dans ce film, on vit tout l'entraînement, la préparation qui précède le vol. Et il y a des challenges techniques. Il faut être compétent sur des scènes qui sont parfois des tâches qui sont complexes sur le plan technique, parfois difficiles physiquement quand on s'entraîne pour les sorties dans l'espace. C'était le cas de mon deuxième vol où on s'entraînait notamment à dévisser à la main 96 boulons du système d'accostage au cas où on ne puisse pas commander l'ouverture des verrous. Et c'est épuisant. Or, quand on rentre le soir, la famille, elle attend qu'on leur donne de l'amour, de l'attention, du temps. Et parfois l'astronaute est fatigué et il leur dit écoutez, ce soir laissez-moi. Donc dans le film, je retrouve l'attitude de l'astronaute qui veut être performant, le sens de l'engagement pour la mission, l'astronaute qui se soucie quand même de donner un minimum à sa famille, de donner du temps, qui essaie de trouver le juste milieu, parfois en violant un petit peu les règles, en loupant une séance de simulation, par exemple en arrivant en retard, et en se prenant une engueulade des instructeurs. Mais après, il comprend. Et ce qu'il faut, c'est développer un respect mutuel pour que chacun puisse accepter parfois les petites déviations de l'autre. Et ce film le montre très bien. Je l'ai vécu. J'ai vu des collègues dans mes équipages, dans les équipages qui ont décollé juste avant moi, après moi, je l'ai vu. Donc c'est ça. Et alors, comme en plus, là, c'est au Centre des astronautes européens, avant la partie qui se fait à la Cité des Étoiles, je retrouve le lieu où je me suis entraîné, où j'ai été astronaute européen à l'ESA. Donc voilà. Et les acteurs sont exactement, vraiment dans la personnalité type qu'on rencontre parmi les quelques centaines d'hommes et femmes qui sont allés dans l'espace. Alors, pas les cow-boys pilotes de chasse d'il y a 50 ans, de l'époque Apollo, mais les astronautes d'aujourd'hui, ceux qui se préparent pour les vols dans la station spatiale, avec les hommes qui, d'expérience ou de culture, sont un petit peu machistes et taquinent la femme, mais après, ils lui disent écoute, tu as fait un super travail et respect. Et réciproquement, la femme à qui on demande l'équipage va bien alors qu'il y en a un qui s'est foulé la cheville. Oui, oui, il va bien parce que voilà, il y a une complicité et qui se développe et c'est très important lorsqu'un équipage s'entraîne qu'il arrive à acquérir une confiance mutuelle en démontrant chacun à l'autre qu'il est compétent pour le job, qu'il a le sens du devoir, qu'il fera ce qu'il faut pour être prêt et qui écoute, qui est empathique, qui n'est pas juste hautain ou qui essaie pas de se démarquer en disant moi je suis meilleur que toi, ça n'existe pas ça. Voilà. Et ce film, tout ça le retrace avec une très grande justesse. Donc c'est vraiment un très bon film qui reflète l'état d'esprit, la mentalité, la sentimentalité, la sensibilité, le sens du devoir qu'ont les astronautes, qu'ils soient hommes ou femmes. Ça fait 50 ans qu'on a envoyé des hommes sur la Lune. Pourquoi il a fallu tout ce temps pour que les astronautes descendent d'un piédestal
sur lesquels on les avait mis dans le cinéma, et alors qu'aujourd'hui, voilà, avec Proxima, ça devient des gens comme les autres. Alors, au départ, on sélectionnait parmi les métiers les plus proches du métier d'astronaute. Le métier d'astronaute, c'est un métier d'opérateur de machines complexes. Donc, on prenait parmi les opérateurs de machines complexes dans les métiers classiques, c'est pilote de chasse. Les machines les plus complexes à gérer, il faut décider rapidement, c'est un avion de chasse. Ça va très vite, il faut prendre des décisions rapidement. Mais avec l'ère de la navette spatiale américaine, la NASA a commencé à sélectionner des personnes qui viennent d'autres domaines que des métiers d'opérateurs. Déjà, ils ont ouvert le métier d'opérateur. Il n'y a pas que pilote de chasse, il y a pilote de ligne, pilote d'hélicoptère, plongeur professionnel, nageur de combat, sous-marinier. Il y a les métiers techniques, tous les métiers d'ingénieur. Et alors, il y a une palette extrêmement large de métiers d'experts scientifiques, océanographes, vulcanologues, vétérinaires, chimistes, biologistes, physiologistes, chirurgiens cardiaques. Bon, chirurgien, c'est déjà un peu opérateur. Astrophysicien, physicien nucléaire. Tout ça, c'est pour diversifier les profils. Une fois qu'on les sélectionne, on est tous formés au même job. Mais cette diversité fait qu'il n'y a plus cette communauté qui se soude et qui essaie de s'approprier le métier. Parce que la première fois qu'on a essayé, à l'époque d'Apollo, d'insérer un scientifique dans le corps des astronautes, ce corps des astronautes a essayé de repousser Jack Schmitt, le géologue. Et le management de la NASA a fait comprendre aux astronautes pilotes d'essai, si vous ne l'acceptez pas, vos missions risquent tout simplement d'être annulées, elles aussi. Donc Jack est venu, il a fait un excellent boulot. Les meilleurs échantillons ramenés de la Lune sont ramenés par le géologue parce qu'il avait l'œil, il savait ce qu'il fallait ramener. Et donc après, avec tous ces scientifiques, on a amené un esprit qui est plus sur l'exploration, la quête du savoir, et pas le gars endurci qui accepte un risque extrêmement élevé de 50% de chance de ne pas revenir et qui joue au dur avec une allure de cow-boy. Je les ai connus, moi j'ai vécu à la NASA toutes les années 90, à cheval un peu sur les deux époques, et j'ai vu cette transition. Aujourd'hui, les astronautes font un job qui est toujours risqué, c'est 1% de la probabilité de catastrophe, mais l'engagement de servir la science. La Station spatiale internationale, c'est avant tout un laboratoire de recherche. Alors que les vaisseaux spatiaux précédents étaient des vaisseaux d'exploration pour aller là où on n'est jamais allé, comme disait le capitaine Kirk, et voir ce qu'il y a, voir comment on peut travailler et vivre, quel type de tâches difficiles on peut faire pour assembler des grandes structures. Mais cette station spatiale, c'est un laboratoire de recherche. Les astronautes y vont pour activer, opérer, comme on dit, du matériel scientifique pour le compte de scientifiques qui sont au sol. Et cette diversité des profils donc, a cassé ce mythe des endurcis qui dominent un peu, assez macho, quoi. Ouais. Vous avez côtoyé, vous et Claudie, vous avez côtoyé des cosmonautes russes qui ont participé au programme Mir. Comment se passait la communication avec la famille pendant les longues missions qu'ils faisaient? À l'époque des stations russes Salyut et puis Mir, il n'y avait pas de connectivité continue. À la fin de l'époque de Mir, il y avait des satellites relais, donc la radio officielle pour communiquer avec le centre de contrôle, on l'avait la plupart du temps. Donc les astronautes utilisaient, les cosmonautes utilisaient beaucoup une station de radio amateur. Il y en a une à bord de l'ISS aujourd'hui, mais il y en avait déjà une à bord de la station Mir. Parfois on l'amenait à bord de la navette spatiale et ça permettait de créer un canal radio disponible non officiel qui permettait des liaisons, mais pour parler d'autre chose que du boulot. Alors que les liaisons radio officielles ne doivent servir qu'au boulot. Ils ne doivent pas servir à d'autres échanges que ceux liés à la mission. Donc effectivement, à l'époque de Mir, la séparation était plus sérieuse et physiquement réelle, avec une liaison peut-être une fois par semaine ou 2 fois par semaine, assez courte, sans la vidéo. Et petit à petit, l'informatique s'est installée à bord des stations spatiales, même à bord de la navette. Moi, j'ai fait des Skype avec ma famille, mais j'avais droit qu'à 1 fois par semaine. Dans l'ISS aujourd'hui, c'est connectivité continue, très haut débit. Donc depuis l'année dernière, les astronautes n'ont plus besoin de demander au centre de contrôle d'uploader le film ou la série télé qu'ils veulent voir pendant leur temps libre. Ils regardent en streaming quand ils veulent. Voilà. À l'époque de Mir, c'était un peu plus difficile, mais l'astronaute qui part dans l'espace, on ne l'a pas forcé. C'est lui qui l'a choisi, il a accepté, et une fois qu'il accepte la mission, il se donne à fond pour réussir, et il sait que ça va être un peu dur pour le contact avec les familles. D'ailleurs, il y a
il y a une question qui est un peu difficile avant l'entraînement. On nous demande si pendant la mission il se passe quelque chose de très dur ou de difficile, un accident, une grave maladie, chez un membre de vos proches, de votre famille, vous préférez le savoir ou ne pas le savoir. Parce qu'on peut, parfois l'astronaute peut préférer ne pas le savoir si c'est une mission courte de 15 jours, pour ne pas que ça le perturbe dans des tâches qui vont être très pointues, très exigeantes. Et la plupart veulent savoir. Mais maintenant qu'on a la communication continue, le jour où l'astronaute essaie de communiquer avec la famille et puis ça ne répond pas, une fois, deux fois, il va se poser des questions. Donc à la fin, il va demander des explications. Et puis on a les mails, donc aujourd'hui on peut surfer sur internet, converser par mail, mais c'est vrai, voilà, à l'époque des stations Skylab américaines, Mir, Salyut, russes, soviétiques, c'était vraiment des expéditions comme ceux qui partaient en Antarctique à une époque, sans liaison radio ni rien, parfois pendant plusieurs jours.